Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sans Ornat dans lequel je te présente le jeu Museum Pictura, un jeu de Holy Grail Games, qui est un jeu dans le fond de collection d'ensemble qui va se jouer jusqu'à 4 joueurs, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu compétitif dans lequel tu dois assembler des collections de peintures de différents peintres appartenant à différents courants artistiques venant de différentes époques. Et tu dois avoir la galerie la plus impressionnante et qui va te ramasser le plus de points de prestige à la fin de la partie. C'est un jeu que j'attendais quand même avec une certaine anticipation. J'ai pu y jouer quelques parties, fait que maintenant, est-ce que c'est bon? Je vais aller t'expliquer comment on installe le jeu, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Pour la mise en place au niveau du plateau principal, on va avoir un grand plateau comme ça qui se défait, qui est plié en 3 parties, sur lequel est représenté 4 musées internationaux, le musée de Tokyo, de Madrid, de Victoria et de Moscou. On va avoir un deck de cartes faveur comme ça qu'on va aller brasser, qu'on va aller placer juste ici. On garde un endroit pour la défausse. De ce deck-là, chaque joueur va commencer avec une carte. Mais ça, on va y revenir quand on va faire la mise en place de chaque joueur individuellement. Et on va avoir un deck de cartes tendance comme ça ici. De notre deck de cartes tendance, on va aller révéler les 4 premières cartes du deck, puis on va en placer une dans chacun des musées. Il y a un petit espace marqué d'un T au-dessus de chacun des musées. On va aller placer ça comme ça ici. Quand c'est fait, on va également révéler une 5e carte dans cet espace-ci qui est juste ici, qui est la tendance actuelle. Cette carte-là va changer à tous les tours. Les 4 autres cartes vont être fixes pour la partie. Là, on va avoir un énorme deck de cartes de peinture. Il y a 180 cartes de peinture dans le deck. Il faut brasser ça comme il faut. Ils sont séparés en 5 couleurs, plusieurs types d'artistes différents, etc. On va y revenir. Pour l'instant, on suggère de brasser puis de faire différents paquets pour que les joueurs y aient tous accès. Et on va avoir une mise en place initiale à faire dans chacun des musées de départ. On va aller piger pour chaque musée 4 cartes de toile et on va aller regarder leurs caractéristiques. Par exemple, disons qu'on fait le musée de Madrid. Le musée de Madrid il est intéressé par les cartes numéro 16. Le numéro de la carte fait référence à l'auteur, au peintre qui est concerné. Fait que Renoir, par exemple, c'est le numéro 26. Michelangelo, toutes ses cartes. Michel-Ange, c'est le numéro 5, tandis que Raphaël, c'est le numéro 6. Si j'avais des cartes numéro 16 dans les 4 cartes que j'ai pigées pour Madrid, il faudrait que je les mette à gauche. Ils sont également installés, ils sont également intéressés aussi. On a une icône ici qui va donner le titre, le type de peinture que c'est. On va retrouver le même type d'icône sur chacun des cartes ici. On va avoir des natures mortes, des décors, des paysages, des portraits, etc. Là ici, il y en a une carte qui a le même icône. Comme le musée de Madrid est intéressé à ce type d'icône, on va aller le placer à gauche. Finalement, le musée de Madrid est intéressé aux cartes de la Renaissance. Les couleurs de chacune des cartes vont indiquer à quelle période artistique elles appartiennent. Les verts, c'est le romantisme. Les rouges, comme on peut le voir, c'est la Renaissance. Fait que le musée de Madrid est intéressé aux cartes de type Renaissance. Toutes les cartes, donc, qui n'ont pas l'un des 3 icônes dans le haut, fait que le 16, l'icône de la couronne ou le rouge, on va les mettre à droite pour le musée. Et on va refaire le même procédé pour chacun des 4 musées. Fait qu'une fois que c'est fait, on peut le voir, là, chacun des 4 musées a 4 toiles d'exposé. Du côté gauche, toujours les toiles qui intéressent les musées, donc qui correspondent à un des 3 icônes du haut. Du côté droit, ce qui ne les intéresse pas, donc qui correspondent à aucun des icônes. Et on voit que là, dans mon exemple, il y a 3 des 4 musées qui sont équivalentes. Donc, il y a 2 toiles de chaque côté, mais il y en a une qui a juste une toile qui intéresse le musée et 3 qui ne l'intéressent pas. Quand on a placé les 4 musées, on va aller placer un petit jeton juste ici qui indique le 50. Ça indique la fin de la partie. Le premier joueur à s'y rendre va marquer des points de victoire supplémentaires. Et tout ce qui va nous rester à faire en termes de mise en place générale, c'est d'aller placer les pions des joueurs et d'aller installer les 2 plateaux que vous voyez dans le haut. Quand je parle de pions des joueurs, je parle de leurs pions de cartes spéciales, de cartes faveurs qui sont juste ici. On va aller les placer juste avant le marqueur 10, juste ici. Et on va aller placer leurs points de victoire. Le premier joueur qu'on va avoir désigné va commencer avec 4 points de victoire. Disons que c'est le rouge. On va lui donner un jeton pour qu'il s'en rappelle. Et tous les joueurs ensuite vont avoir un point de victoire de moins. Fait que le deuxième 3, le troisième s'il y en a un 2 points. Puis s'il y avait un 4e joueur, il n'aurait qu'un seul point de victoire pour commencer la partie.
Finalement, on va avoir deux plateaux installés. De ce côté-ci, on va avoir un plateau de cartes mécènes. Fait qu'on a un gros deck de cartes mécènes. On fait juste brasser ça comme il faut. On en révèle 5. On a un endroit à droite pour se faire une défausse. Et de ce côté-ci, on va avoir un plateau pour nos jetons d'exposition temporaire. Fait qu'on va avoir 5 types de jetons pour les couleurs de toile, donc leur appartenance à quel courant artistique ils appartiennent. Et on va avoir 6 types de jetons pour les types de toile que c'est. Et on va toujours placer les jetons en mettant le jeton qui n'a pas de point dessus et par-dessus le jeton qui a un petit 3 d'indiqué. Fait qu'on fait ça pour chacune des piles de jetons. Et notre plateau principal est prêt, est installé. Il nous reste juste à faire l'installation de chaque joueur individuellement. Chaque joueur va avoir un plateau qui va ressembler à ceci, que je suggère de plier une petite fois à l'envers pour qu'il reste bien à plat sur la table. C'est le plateau d'exposition personnelle, c'est notre galerie d'art. Première chose qu'on va avoir à faire, c'est se choisir une carte tendance pour la partie, et avant de choisir notre carte tendance, on va piger d'un des decks qu'on va avoir placé autour de la table, nos 5 premières cartes art. Fait que je l'ai déjà expliqué brièvement, les cartes d'art vont avoir différents types, différentes couleurs. Il va y avoir un peintre, il va y avoir un courant. Donc ici, par exemple, en bleu, c'est l'impressionnisme. Il va y avoir un type de toile avec cette icône-là. Une fois que j'ai mes 5 premières cartes, on garde ça secrètement dans notre zone de jeu. Une fois que j'ai mes 5 premières cartes, je vais piger 3 cartes tendance. Et je vais en choisir une des 3. Là, je vais choisir n'importe quoi, mais normalement, évidemment, on regarde comme il faut qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Disons que je choisis, pourquoi pas, celle-là. Ma carte tendance, j'ai un endroit pour la garder face cachée. Je peux la consulter autant de fois que je veux pendant la partie. Je vais rebrasser les cartes que je n'ai pas prises dans le paquet principal, que je remets sur le plateau central. Je me pige une carte faveur pour accompagner ma main de carte initiale. Et là, je suis prêt à commencer à jouer. Fait que ces gros paquets de cartes-là, de toile qu'on va avoir, ben, on se fait une coupe de paquets, on se met ça autour du plateau, puis chaque joueur va pouvoir piger dedans au besoin. On a finalement des petites cartes références qu'on peut donner à chacun des joueurs qui aident à se rappeler les règles et les scores de partie. Et on commence avec les règles. Premièrement, comment gagne-t-on une partie de Muséum Pictura? Ça va être déterminé par nos points de prestige, qui sont les points de victoire à l'intérieur du jeu. On a une piste qui fait le tour comme ça de points de prestige, et le premier joueur qui atteint la piste à 50 points de prestige va ramasser ce jeton-là et en faire immédiatement 5 de plus, tel qu'indiqué dessus. Ça, c'est le symbole pour les points de prestige. Et dès qu'un joueur atteint ce 50-là, ça déclenche la fin de partie. Chaque autre joueur va jouer un dernier tour de jeu. Celui qui a déclenché la fin de partie ne rejouera pas un autre tour de jeu. Et ensuite, il va y avoir un décompte quand tout le monde a joué un tour supplémentaire, sauf celui qui a déclenché la fin de la partie. On va faire un décompte de points de fin de partie, et celui qui va avoir le plus de points de prestige va l'emporter. Puis ça, je reviendrai à la fin de vidéo pour expliquer le décompte de fin de partie, comment il fonctionne. Pour la structure du tour de jeu, on va tout simplement suivre la petite carte qui nous est donnée. Fait qu'on va avoir toujours, en début de tour de jeu, une phase d'acquisition dans laquelle on va gagner des cartes et on va avoir à échanger une carte. Ensuite, on va faire une phase d'action où on a un choix de 3 actions. On en fait juste une des 3, mais on peut faire autant d'actions gratuites que l'on veut, sur lesquelles on reviendra évidemment. On a la phase de fin de tour où on doit vérifier notre main, la taille de notre main de carte et notre score pour voir si on déclenche la fin de la partie. Fin de manche où on va remplacer la carte tendance, et ensuite on recommence comme ça à tous les tours de jeu. Fait que allons-y dans le détail, on va commencer par la phase d'acquisition. La première étape de la phase d'acquisition, c'est qu'on va piger 2 nouvelles cartes qu'on va rajouter tout simplement à sa main. Cette carte-là, c'est obligatoire, on ne peut pas sauter par-dessus ça, on n'aurait pas de raison de le faire de toute façon. Ensuite, l'autre étape qui est obligatoire pour le joueur actif, c'est d'échanger l'une des cartes de sa main avec l'une des cartes qui est présentement en exposition dans l'un des musées. Et pour faire cet échange-là, ben là, on va avoir besoin de porter une attention particulière à la carte tendance de chacun des musées. La carte tendance actuelle, ça n'a pas de lien dans la phase d'activation. C'est juste les 4 cartes qui sont cartes tendance du musée. Fait que je vais commencer par avoir à donner une carte d'un musée, je vais en récupérer une en échange. Si je donne une carte qui intéresse le musée, je vais aller marquer la valeur en points de prestige selon la carte que je donne. Fait que si je donne à ce musée-là une carte rouge, je vais marquer 1 point. Si elle a le symbole de couronne, je vais en marquer 2. Et si je lui donne une carte numérotée 16, je vais en marquer 3. Si je donne une carte qui correspond à plusieurs de ces critères-là, je vais marquer le score le plus haut. Par exemple, disons que j'ai cette carte-là en main. Carte Piazzetta, numérotée 16. Je suis content, je ne la veux pas pour ma stratégie personnelle. Je vais la jouer juste ici.
Je vais donc donner cette carte-là immédiatement en tant que joueur. Disons que je suis joueur rouge. Je vais marquer 3 points comme ça, juste ici. Une fois que ça c'est fait, ben là, je vais prendre l'une des cartes en échange. Fait que je vais faire un échange de cartes. Disons que moi, pour ma stratégie, j'ai besoin du Renoir qui est juste ici. Fait que je vais prendre le Renoir qui est juste ici. Je ferai juste le rajouter à ma main. Si je prends l'une des cartes qui est du côté gauche, ça veut dire que c'est les cartes qui intéressent ce musée-là, ben je vais avoir à payer le coût en points de prestige. Fait que si j'avais voulu vendre, ben pas vendre, mais échanger mon Piazzetta contre le Michel-Ange qui est juste ici, j'ai marqué 3 points parce que le Piazzetta correspond au numéro 16 qui est ici, mais je vais payer 1 point parce que j'ai pris une carte rouge d'un musée qui s'intéresse aux cartes rouges. Je vais reculer d'un point, je vais avoir fait un bénéfice de 2 points. Et là, j'aurais pu tout à fait donner une carte que le musée ne veut pas du tout et récupérer une carte que le musée veut. Là, je vais juste être dans le négatif. Ou j'aurais pu donner ma carte Piazzetta puis aller chercher le Renoir en échange. Là, j'aurais juste été à plus 3. Très important, ensuite, chacun des autres joueurs, là, je suis dans une partie à 2 joueurs par exemple, chacun des autres joueurs peut faire un échange pendant ma phase active à moi. Fait qu'un autre joueur pourrait aller porter cette carte-là juste ici, ça lui rapporterait 1 point, puis il va ramasser cette carte-là en échange. Et tous les joueurs peuvent faire la même chose, et quand ça va être au prochain joueur de jouer, ben, il va pouvoir faire la même chose aussi. Fait qu'au début de chaque tour de jeu, au début de chaque tour d'un joueur actif, il va avoir plusieurs échanges qui peuvent se faire. Il y a juste le joueur actif, donc si c'est mon tour à moi, il y a juste moi qui est obligé de le faire, mais tous les autres joueurs peuvent me suivre et le faire aussi. Une fois que j'ai fait ma phase d'acquisition, donc que j'ai pigé 2 cartes et que je n'ai échangé une, marquant ou perdant potentiellement des points de prestige, et que tous les autres joueurs ont décidé s'ils échangeaient une carte dans un musée, marquant ou perdant des points de prestige eux aussi, j'arrive dans ma phase d'action. La phase d'action, de la façon dont elle fonctionne, c'est que je dois faire l'une des 3 actions qui est ici. C'est obligatoire, je dois en faire une des 3. Et je peux faire autant d'actions gratuites que je veux parmi les actions gratuites qui sont disponibles. Je précise, c'est très rare que ça arrive, ça m'est paru dans les parties que j'ai jouées, mais si je suis incapable de faire l'une des 3 actions parce qu'on ne peut plus les faire, mon musée est rempli, je n'ai pas de carte dans ma défausse et j'ai déjà fait le maximum d'exposition que je peux faire, ben ça va déclencher également la fin de la partie, même si je ne suis pas rendu à 50 points, puis tous les autres joueurs vont jouer un tour de plus, puis ensuite on va marquer les points. Fait que cela étant dit, maintenant, expliquons les 3 actions. Première action, je peux améliorer mon musée. Si je veux améliorer mon musée, c'est que je vais exposer des toiles. Fait que la façon dont on va exposer les toiles, c'est qu'on va choisir, ça c'est ma carte faveur, on va mettre de côté pour l'instant. Je vais choisir une carte de mon choix. On voit que mon musée il est divisé en 25 stands d'exposition si on veut. Chaque petit rectangle ici sert à mettre les statistiques d'une des cartes comme ça. Fait que je peux en mettre 25 au total dans mon musée. Et quand je veux mettre une carte, je vais tout simplement mettre une carte de mon choix. Moi, par exemple, on se rappelle que dans ma tendance secrète, je veux essayer de mettre ces symboles-là. Fait que je vais aller voir si j'ai quelque chose que je pourrais mettre. Tiens, j'en ai plusieurs qui ont ce symbole-là. Fait que disons que je veux commencer en mettant cette carte-là. Je vais la mettre juste ici en plein milieu. Et ce que je vais faire pour mettre une carte, il faut tout simplement que j'en défausse une autre. Fait que je vais commencer à me faire une zone de défausse que je vais garder proche pour que tout le monde puisse bien la voir. Normalement, on la met à côté de son plateau de jeu. Quand je fais cette action-là d'améliorer mon musée, je peux faire l'action de placer des cartes autant de fois que je veux. Fait que dans la même action, je pourrais en placer une deuxième. Disons que je vais défausser celle-là en échange. Puis disons que j'en place une troisième, je défausse celle-là en échange. Et là, j'ai plus assez de cartes pour défausser. Fait que là, je mettrai fin à mon action d'améliorer mon musée. Fait que dans la phase d'action d'améliorer son musée, ça coûte simplement une carte pour en placer une autre. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire des collections d'ensemble. Soit on veut placer des cartes qui ont la même couleur collée, soit on veut placer des cartes qui ont le même symbole collé de façon adjacente. C'est pas obligé d'être toutes dans une ligne. Par exemple, je pourrais tout à fait placer plus tard dans la partie cette carte-là comme ça, et ces 4 cartes-là vont être considérées comme collées, en autant qu'elles forment une espèce de bloc et qu'elles soient reliées entre elles. Fait que dans ce cas-ci, j'ai une petite collection de 2 cartes mauves et j'ai une collection de 4 cartes avec ce symbole-là présentement dans mon musée. L'autre chose qui est super importante, c'est que là, je mettrais par exemple fin à mon tour juste ici, ce sera mon adversaire de jouer. Toutes les cartes qui sont dans une défausse d'un joueur sont accessibles à l'adversaire pour pouvoir les mettre dans son propre musée. Par exemple, si au prochain tour de jeu,
Disons que, au lieu d'être placé comme ça, disons que je suis le deuxième joueur. Fait que le premier joueur a placé différentes cartes dans son musée. Et présentement, le premier joueur, il a ça dans sa défausse. Fait que ça, c'est pas ma défausse à moi, c'est la défausse du premier joueur. Et moi, je suis le deuxième joueur, je commence mon tour de jeu, j'ai pigé mes 2 cartes, j'ai fait un échange au musée. Le premier joueur, il a décidé s'il faisait un échange au musée ensuite. Et ensuite, je commence mon tour de jeu. Je vois que le premier joueur, dans sa défausse, il a défaussé 2 cartes qui m'intéressent parce que moi, j'ai vu ces icônes-là. Ben tiens, à la place de jouer les cartes de ma main, moi je vais défausser cette carte-là ici. Je vais lui voler cette carte-là dans sa défausse. Disons celle-ci, juste ici. Et je vais aller la placer dans mon musée. Et je peux le faire, comme je l'ai dit, plusieurs fois. Je défausse celle-ci. Je m'en vais prendre la carte qui est juste ici. J'ai de la misère à saisir. Je vais la placer juste ici. Fait que le premier joueur, maintenant, il lui reste juste une carte dans sa défausse. Et je peux continuer ce que j'avais fait. Ben tiens, je vais continuer ma collection jaune en défaussant ça ici. Pourquoi pas continuer ma collection rouge en défaussant ça ici. Fait qu'on voit que j'ai pu placer 4 cartes au lieu d'en placer 3, puis il m'en reste encore une dans ma main, parce que j'ai été chercher les cartes de la défausse du premier joueur. Fait que dans la phase d'action de placer les cartes dans son musée, on peut en placer tant qu'on veut. On peut prendre des cartes de notre main ou les cartes de la défausse des autres joueurs. Et on doit toujours défausser une carte qu'on va se placer dans une zone accessible à tous les joueurs et visible pour tous les joueurs. On doit défausser une carte pour pouvoir placer une carte. Notre objectif, coller soit des couleurs, soit des icônes ensemble. Pour cette phase-là, les chiffres ne sont pas importants. C'est juste couleur ou icône. Le deuxième choix que j'ai possible pendant mon tour, c'est de déclarer une exposition temporaire. Quand je veux déclarer une exposition temporaire, disons qu'on est quelques tours de jeu plus tard, fait qu'au début de mon tour de jeu, je vais piger mes 2 cartes, ensuite j'en échange une avec l'un des musées, les autres joueurs peuvent échanger une autre carte s'ils le veulent, et là, au lieu de vouloir placer des cartes dans mon musée, on voit de toute façon, j'ai rien en main, j'ai juste une carte dans ma défausse, je décide que je vais faire une exposition temporaire. Je vais choisir l'une de mes collections. On voit que dans mon exemple ici, j'ai une collection de 4 peintures rouges, j'ai une collection ici de 3 peintures mauves, j'ai une petite collection de 2 peintures jaunes, et j'ai une collection de 6 peintures qui ont ce petit icône-là, juste ici, qui sont adjacentes entre elles. Je vais en choisir l'une dans cette série-là et je vais aller la marquer. On voit que le minimum pour pouvoir marquer une collection, c'est 4 éléments, 4 cartes adjacentes qui me rapporteraient 1 point. Et là, moi, ma collection qui vaut 6, ben, il va me rapporter 5 points. Disons que je décide de marquer cette collection-là. Je vais tout simplement, sur la piste de points de victoire, avancer mon marqueur de prestige de 5 points. Fait que là, disons que je suis le joueur rouge, j'avance de 5 points, je me ramasse juste ici. On va revenir sur qu'est-ce que ça fait quand on dépasse les petits marqueurs de faveur. Et ensuite, sur ce plateau-là, je vais aller chercher le jeton qui correspond à la collection que j'ai marquée. Moi, j'ai marqué cette collection-là. Je vais ramasser ce jeton-là. Fait que vous l'avez vu, j'ai marqué un 3 points de victoire supplémentaire. Le premier joueur a marqué ce jeton, marque 3 points. Et je vais aller le placer sur l'une de mes zones qui est juste ici, au-dessus du plateau. Je ne les passerai pas toutes une par une parce qu'elles sont relativement simples à comprendre, mais je vais gagner le bonus qui est à côté. Fait que par exemple ici, ben, je peux exposer 2 cartes de ma main ou de ma défausse gratuitement. Fait que je pourrais dire, ah ben tiens, je place ça là, puis cette carte-là, ça me permet de l'ajouter où je le veux à l'intérieur de mon plateau, mais ça ne m'intéresse pas tant présentement. Ici, ben, à la fin de la partie, je vais avoir un bonus de points de victoire à la fin de la partie. Ici, c'est un bonus de points de victoire à la fin de la partie. Etc., etc. Fait qu'on gagne le bonus qui est associé. Ça peut être instantané, un pouvoir permanent, des trucs comme ça. Disons que je prends lui juste ici. Chose qui est importante à savoir, maintenant que j'ai marqué cette collection-là, je ne peux plus marquer ce type de collection-là. Fait que je l'ai marqué pendant qu'il était à 6. Ça va me valoir des points de victoire de plus à la fin de la partie si je continue à la grossir, mais pour gagner ce jeton-là, c'est une fois dans la partie que je peux gagner ce jeton-là. Et vous l'avez vu, il y a de la place pour 6. Fait que si plus tard dans la partie, ben, je marque ma collection qui est mauve, et plus tard dans la partie, je marque ma collection qui est rouge, et ainsi de suite. Si les 6 cases sont remplies, je ne peux plus faire d'exposition temporaire. Fait que chaque bonus se gagne juste une fois, et je ne peux pas avoir 2 jetons qui ont le même symbole. Fait que ma collection rouge, je ne pourrais pas la marquer une deuxième fois pendant la partie. Mon dernier choix parmi les 3 actions, donc après avoir fait ma phase d'acquisition, puis j'ai 2 cartes, en échanger une avec l'un des musées. Je ne décide de, je ne veux pas améliorer mon musée, je ne veux pas faire d'exposition temporaire, je vais donc faire un inventaire. Faire un inventaire, ça veut tout simplement dire récupérer toutes les cartes qui sont dans sa défausse. On va les récupérer en main. Généralement, quand on a joué quelques tours à placer des toiles, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va aller se piger une carte faveur qu'on va s'ajouter à notre main. Les cartes faveurs, on va y revenir dans quelques instants.
Et pour terminer, si on le veut, dans notre action d'inventaire, on peut, si on le veut, défausser toutes les cartes mécènes parce qu'elles ne nous conviennent pas et les remplacer en pigeant 5 nouvelles cartes. Fait que ça, c'est mon dernier choix d'action. Donc, l'action de faire un inventaire. Et ça, c'est un bel ordre de cartes. En plus de ça, il y a 3 actions gratuites qu'on peut faire dans le jeu. La première action gratuite, c'est jouer des cartes faveurs. Ça, on peut la faire une fois par tour de jeu, peu importe c'est le nombre de cartes faveurs qu'on a. De façon générale, je ne vais pas regarder toutes les cartes une par une, mais on a toujours 2 choix. Fait que le choix du bas, c'est toujours de piger 2 cartes du marché. Fait que si on décide de jouer une carte faveur, on va simplement s'ajouter 2 cartes de peinture dans ses mains directement. Sinon, on peut tout simplement faire l'effet de la carte. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais gagner 4 points de prestige. Dans ce cas-ci, je pourrais défausser puis remplacer les cartes mécènes puis en gagner une gratuitement dans le lot, puis ainsi de suite. Fait que chaque carte faveur, là, il y en a un paquet. Il y a des effets qui vont venir à quelques reprises, mais chaque carte faveur va avoir différents effets, aller chercher des cartes de sa défausse, des trucs comme ça. Il y a, je crois, 5-6 cartes différentes là, qui reviennent en différents exemplaires. Ça, c'est ma première option. Ma deuxième option d'action gratuite, c'est justement les dites cartes mécènes. Comment fonctionnent les cartes mécènes? Une fois par tour de jeu, je peux ramasser une carte mécène et je dois avoir le prérequis qui est dessus pour pouvoir la ramasser. Par exemple, elle me dit tu dois avoir 2 cartes mauves et 2 cartes avec ce symbole-là dans ton musée. J'ai 2 cartes mauves, j'ai 2 cartes avec ce symbole-là. Fait que je peux aller chercher, ramasser cette carte mécène-là et là, je vais avoir 2 options. Soit je vais gagner le pouvoir, fait que je gagne une carte de peinture d'un des musées internationaux qui correspond à ces icônes-là, ou je ramasse 2 points de prestige. Et la carte mécène, je vais la garder sur mon plateau de jeu personnel. Quand on ramasse une carte mécène, on la remplace immédiatement. Et là, même si je corresponds à une autre carte, je vais avoir à attendre au prochain tour pour pouvoir en prendre juste une. Je peux en prendre rien qu'une par tour. Et comme on l'a vu dans l'exemple que je viens de dire, la même carte peut compter pour plusieurs critères de la carte mécène. Fait que moi, j'ai justement 2 cartes mauves qui ont cette icône-là. Fait que avec juste ces 2 cartes-là, je remplis cette icône-là au complet, cette carte-là au complet. Ma troisième action gratuite que je peux faire, c'est justement de ramasser de nouvelles cartes faveurs. Ça, dans le fond, ça va se faire automatiquement à chaque fois que mon marqueur de point de victoire va dépasser mon marqueur de faveur. Au début de la partie, il est juste avant le 10, fait que dès que je dépasse à 10 comme ça ici, je vais piger une carte faveur que je vais ajouter à ma main. Ensuite, je vais avancer ce marqueur-là 10 points plus loin. Quand je l'aurai dépassé, je vais encore une fois l'avancer à 10 plus loin et je vais piger une nouvelle carte. Puis je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai mis mon marqueur au 50. Quand je vais avoir dépassé le 50, je vais enlever ce marqueur-là du plateau parce que je vais avoir déclenché la fin de la partie de toute façon. Mais je vais quand même ramasser la dernière carte de faveur. Elle pourrait m'être utile. Les derniers détails, c'est la fin du jour. Qu'est-ce qu'on fait à la fin du jour? On va vérifier. C'est juste à ce moment-là qu'on vérifie notre limite de main de carte. Fait que j'ai le droit à 8 cartes peinture, 3 cartes faveur. Fait que pendant mon tour de jeu, avec des cartes faveur, où on en a cherché des cartes dans ma défausse, je peux en avoir plus que 8. Mais à la fin de mon tour, je vais devoir redescendre à 8 en les défaussant. Et je vais avoir 3 cartes de faveur maximum dans ma main. Je vais également vérifier à la fin de mon tour de jeu si j'ai ramassé le marqueur 50 points de prestige. Donc déclencher la fin de partie. Si c'est pas le cas, on va tout simplement passer à la fin de la manche. À la fin de la manche, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la carte tendance actuelle. Fait que la carte tendance actuelle, on va en piger une autre et on va remplacer celle qui est en jeu. À quoi sert cette tendance-là, cette carte tendance-là, me diras-tu? C'est qu'à tous les tours de jeu, quand je vais placer des cartes dans mon musée, fait que quand je fais l'action de base d'améliorer mon musée, je vais regarder si mes cartes correspondent à la tendance actuelle. Fait que si par exemple, pendant mon tour de jeu, je place cette carte-là dans mon musée en défaussant une autre carte. Fait que je vais placer cette carte-là. Comme elle est bleue, je vais marquer un point. Si j'avais placé une carte qui a le symbole de portrait à l'intérieur de mon musée, fait que si j'avais placé par exemple cette carte-là à l'intérieur de mon musée pendant le tour de jeu qui a cette tendance-là, j'aurais marqué un 2 points de prestige supplémentaire. Et si j'avais placé la carte numéro 25, là, je pourrais pas dire par cœur elle correspond à quel peintre. Je pense que c'est Toulouse-Lautrec, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette carte-là, juste ici, la carte 25, c'est Toulouse. Fait que si j'avais placé cette carte-là dans mon musée pendant le tour, cette carte-là est tendance, je vais marquer 3 points de prestige. Si ma carte correspond à plusieurs de ces tendances-là, je vais simplement marquer la plus haute et cette carte-là va changer à tous les tours de jeu. Fait que ça va changer peut-être pour ce tour-là le type de carte que je vais essayer de placer à l'intérieur de mon musée. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur marque 50 points de prestige.
Quand c'est fait, il ramasse le jeton qui va d'ailleurs lui en valoir immédiatement 5 de plus. Tous les autres joueurs jouent un tour supplémentaire et ensuite on passe au décompte de fin de partie. Pour le décompte de fin de partie, quand la partie est terminée, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller remarquer une deuxième fois, recompter. Pas nécessairement une deuxième fois, ça dépend des collections. Dans mon cas, on voit que j'ai déjà marqué ma collection mauve, ma rouge et ma collection avec ce symbole-là. Mais à la fin de la partie, on va aller marquer toutes ces collections. Fait qu'on va tout simplement aller rechercher encore une fois cette carte-là qui nous rappelle le nombre de points. Puis même si on l'a déjà scoré, on va la scorer une deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai monté ma collection mauve à 5. On voit que la collection à 5, c'est 3 points. Je vais marquer 3 points. Ma collection jaune, c'est 6 cartes. 6 cartes, on voit que c'est 5 points. Je vais aller les marquer. On voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes rouges également. Ça va me valoir un autre 5.6 exactement. On voit que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couronnes qui se touchent, ça va valoir des points. Ici j'ai juste 3 portraits qui se touchent, ça ne marquera pas. J'ai le petit 6 symbole ici qui va se toucher, ça va marquer des points, ainsi de suite. Et à n'importe quel moment dans la partie, que ce soit pendant le score final ou pendant la partie, on a le droit de réorganiser. Fait que peut-être que cette carte-là, je vais vouloir la déplacer juste comme ça ici, pour qu'elle touche aux cartes qui sont ici, puis que ça puisse me marquer une collection supplémentaire. Peut-être même que je voudrais placer ces cartes-là respectivement comme ça et comme ça. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. Fait qu'on voit que ces 4 cartes-là ensemble vont me faire une collection qui va marquer 1 point. Puis ainsi de suite, on marque toutes ces collections comme ça. Probablement que celle-là, je voudrais la placer ici. Ah, peut-être pas nécessairement. Enfin, bref, on se réorganise comme on veut pour marquer ces points en essayant d'optimiser ça. Fait qu'on va essayer de déplacer ça et d'organiser ça à son goût. Parce qu'on va avoir différentes choses qui vont marquer. La deuxième chose que je vais vérifier, c'est que c'est à ce moment-là que je vais aller vérifier ma carte tendance que j'avais en début de partie. Je vais aller voir si j'ai des cartes 24. Toutes mes cartes 24 vont valoir 3 points supplémentaires. Toutes mes cartes qui ont ce symbole-là vont valoir 2 points supplémentaires. Je marquerai 14 points de plus. Et toutes mes cartes vertes, là on voit que j'ai pas été très optimal, j'en ai juste une, me marquerai 1 point supplémentaire. Et là, je marque les 3. Tout au long de la partie, les cartes tendances, chaque carte, c'est juste le meilleur des 3. Mais là, chaque carte va marquer tous les icônes qu'elle a à la fin de la partie. Ensuite, je vais aller vérifier, j'ai réussi à faire combien de collections pendant la partie. Puis, je vais aller marquer un certain nombre de points de victoire en bonus. Le nombre, il est écrit juste ici. Fait que moi, dans mon cas, j'ai eu 3 expositions temporaires. Je vais aller marquer 10 points supplémentaires. Si j'avais réussi à faire les 6, ça serait 65 points. C'est énorme. Je vais également aller voir si j'ai réussi à faire ma grande galerie. C'est pour ça que j'ai organisé ça comme ça. Si j'ai réussi à remplir les zones qui sont foncées, donc toute la colonne et la rangée centrale, je vais aller marquer un 5 points supplémentaires. Fait qu'en ayant remplacé ça comme ça, je vais marquer 5 points supplémentaires. Peut-être que j'aurais été plus gagnant dans les points de placer cette carte-là dans la collection qui est ici, à vérifier, ou de gaspiller un petit peu ma collection rouge. Bref, le joueur le calculera. Si je remplis ma galerie au complet, je vais aller marquer un 15 points supplémentaires. Et je vais aller vérifier si j'ai des endroits qui vont me donner des points de fin de partie. Ici, par exemple, il va me dire que je peux prendre l'une de mes collections et calculer comme s'il y avait 2 toiles de plus. Ici, mes cartes mécènes que j'ai ramassées pendant la partie vont valoir 3 points de plus. Ainsi de suite. La dernière chose qui reste à faire, c'est très important, je me suis fait planter ma première partie parce que j'ai oublié ça. On va aller vérifier notre défausse en fin de partie. Ma défausse, c'est toutes les cartes qui vont être dans ma défausse en fin de partie, qui sont donc dans mon entrepôt non exposé, ils vont valoir un handicap. Et dans le livret d'instruction, on a un petit tableau pour nous indiquer quel est l'handicap. Dans mon cas, par exemple, si j'ai 5 cartes dans ma défausse, en fin de partie, je vais aller perdre 5 points de victoire. Moi, à titre indicatif, j'y avais pas du tout pensé, j'avais 10 cartes dans ma défausse à la fin de partie. Fait qu'on voit que j'ai marqué 10 points plus. J'ai perdu 10 points en perdant 3 points supplémentaires pour chaque carte supplémentaire par rapport à ça. Fait que dans mon cas, j'en ai perdu 19, j'étais pas super content. Cela étant dit, celui qui a le plus de points de prestige après avoir fait ce décompte final-là va l'emporter. Donc voilà, c'était le jeu Museum Pictura. J'espère que ça a été assez clair pour toi au niveau des explications. Fait qu'est-ce que j'en pense? D'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu qui a des composantes tout à fait acceptables. Les jetons, les plateaux, etc. Les cartes, c'est une bonne qualité sans être d'une qualité exceptionnelle. C'est des cartes correctes. Là où le jeu va exploser au niveau de ses composantes, c'est sur son visuel, surtout si tu es un amateur de peinture. Dans le jeu, il y a 180 cartes. Je pense que l'auteur, c'est Dutray. Il y a 180 cartes, chacune des cartes a un visuel complètement différent, un visuel unique. Fait que chaque carte est unique, il n'y a aucune carte qui est en double à l'intérieur du jeu. Et ça représente toutes des grandes toiles de différentes époques, la Renaissance, l'époque rococo, le baroque, l'impressionnisme, etc. Fait que c'est extrêmement
impressionnant, je dirais, c'est presque niaiseux à dire, mais une des choses que je regrette, c'est qu'il n'y a pas des espèces de petits standees dans le jeu qui feraient qu'on pourrait laisser nos cartes debout pour voir toutes les cartes qui sont exposées dans notre musée en même temps. Je trouve ça dommage que certaines d'entre elles, le visuel, soit recouvert au fur et à mesure que la partie avance. Fait que je trouve ça vraiment exceptionnel, cet aspect-là, et en plus, il y a un aspect que je qualifierais presque d'éducatif à l'intérieur du jeu, parce qu'on a des informations réelles sur chacune des toiles qui sont écrites sur chacune des cartes. Par exemple, si je prends l'autoportrait de Van Gogh, cette fameuse toile, mais je sais que ça a été peint en 1889, je sais que c'est de l'huile sur toile, je sais qu'elle fait 65 par 54 cm, et je sais qu'on la retrouve au musée d'Orsay à Paris parce que c'est indiqué sur la carte. Et chacune des cartes, c'est comme ça. Le Olympia de Manet est également au musée d'Orsay. Au musée d'histoire de l'art, on va avoir le massacre des innocents de Bruegel. Ainsi de suite. Fait que ça, je trouve ça super le fun, super agréable d'avoir toutes ces précisions-là sur des si belles pièces d'art. Au niveau des mécaniques, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est pas nécessairement mon genre de jeu à la base, la collection d'ensemble, mais c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Il m'a charmé par sa simplicité, vu que c'est pas mon genre de jeu à la base. Ce que je veux dire, c'est que il m'a fait penser étrangement à un jeu comme Beyond the Sun. Puis là, je m'explique, c'est pas du tout le même genre de mécanique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pris un concept, dans le cas de Beyond the Sun, il a pris le concept d'arbre technologique, de Tech Tree, puis ils ont fait un jeu juste là-dessus, ils ont laissé faire tout le reste. Dans celui-là, dans Museum, ils ont fait la même chose, ils ont pris le concept de collection d'ensemble, la mécanique de collection d'ensemble, et ils ont fait un jeu juste avec ça. Ton tour de jeu, c'est archi simple. Je pige 2 cartes, j'échange une carte, les autres joueurs peuvent échanger. Puis ensuite, soit je place des cartes dans mon musée, soit je récupère ma défausse, soit je score une de mes collections. Je peux scorer mes collections 6 fois pendant la partie. C'est aussi simple que ça. Puis il y a des petits twists intéressantes. Les décisions sont pas nécessairement faciles parce que quand je décide d'échanger une carte, ben là, si je donne cette carte-là à tel musée, ça va me valoir 3 points. Et il y a l'une des cartes que j'ai besoin, mais la carte que j'ai besoin, je dois payer 2 points pour pouvoir l'avoir, ainsi de suite. Et là, tous les autres joueurs vont pouvoir prendre cette décision-là. Fait que c'est un jeu que je trouve extrêmement rapide. Le seul point au niveau de la rapidité où il peut avoir un petit frein, c'est justement dans la phase de tour de jeu. Je pige 2 cartes, j'en échange une, tout le monde peut échanger, je fais mon tour. Joueur numéro 2, il pige 2 cartes, il peut en échanger une, tous les autres joueurs, dont moi. On peut en échanger une aussi, ensuite il fait son tour. Joueur numéro 3 pige 2 cartes, en échange une, tout le monde peut échanger, il fait son tour, puis on continue comme ça. Fait que la phase où tout le monde peut échanger une carte, ça peut ralentir le rythme, une petite affaire, mais de façon générale, en tout cas dans les parties que j'ai vues, les joueurs savent quelle carte ils ou elles veulent sur le plateau. Donc, c'est pas tellement long de décider qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, c'est juste que ça prend un certain temps pour décider qu'est-ce qu'ils vont donner pour pouvoir l'avoir. Cela étant dit, c'est un jeu, la structure du jeu est très très simple, quelques petites actions à faire. Fait que vraiment, si toi tu es un amateur de mécanique, de collection d'ensemble, d'essayer de ramasser des cartes, de placer ça sur ton plateau pour optimiser des points, ben c'est quelque chose que tu devrais aimer. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait dans ce jeu-là que tu ne l'aimerais pas. En plus que c'est un jeu, moi j'ai bien aimé le fait que c'est un jeu qui pardonne. Dans le sens où je place une carte, je me rends compte quelques tours plus tard que j'aurais pu l'optimiser différemment en la plaçant ailleurs, mais je change la place. C'est dans un musée, tu décroches la toile, tu vas l'accrocher ailleurs, puis tu peux faire ça gratuitement à n'importe quel moment. Je suis pas obligé de prendre une action pour réorganiser mon musée, je peux le faire quand je veux, à n'importe quel moment, avant de scorer, après avoir scoré, pourquoi pas. Je peux réorganiser mon musée tant que je veux, fait que c'est un jeu qui te pardonne beaucoup, qui te laisse expérimenter différentes affaires. Je peux littéralement, si j'ai 22 cartes dans mon musée, je peux les prendre les 22 dans mes mains puis toutes les repositionner à n'importe quel moment. Ça, j'ai bien aimé ça parce que je suis pas très fort habituellement dans ce genre de jeu-là. Fait que j'aime la façon dont tu vas utiliser ta défausse. À chaque fois que je joue une carte, j'en défausse une, mais celle que je défausse, ben, je la rends disponible aux autres joueurs tant que je ne l'ai pas récupérée dans mes mains. Elle traîne dans mon entrepôt, puis un autre joueur peut aller la chercher pour l'exposer dans son propre musée. Je trouve ça intéressant, ça fait des bonnes décisions à prendre. Puis généralement, les joueurs ne courent pas nécessairement après les mêmes objectifs parce qu'ils n'ont pas les mêmes cartes tendance. Donc, on se pile pas tant que ça sur les pieds que ça, puis il y a beaucoup de choix sur la table anyway, puis il y a beaucoup de façons de piger des cartes. Fait que si on veut un jeu qui est assez simple, qui a une mécanique de collection d'ensemble qui s'explique bien, dis-je, et qui se joue bien, ben c'est un excellent choix, selon moi. C'est un très beau jeu avec un super visuel. Par contre, on n'ira pas chercher un jeu qui a une extrême profondeur. Il y a quelques extensions qui existent. J'en ai essayé une que je trouve intéressante, où on a un petit plateau sur le côté, on va aller placer des jetons dessus, on a une espèce de bureau pour notre musée que je trouve intéressante, ça rajoute quelques couches de profondeur. Fait que c'est sûr qu'en explorant ces différentes extensions-là, on va pouvoir y ajouter de la rejouabilité et de la longévité à ce jeu-là. Mais donc, je le redis, amateur de collection d'ensemble, amateur de peinture,
d'art, c'est quelque chose qui devrait te plaire. Tu veux un jeu qui a 72 interactions entre chacune des actions que tu prends, c'est peut-être pas un jeu pour toi, c'est un jeu somme toute relativement léger, presque familial, très très facile à expliquer. Sur ce, ben, j'espère que ça va t'avoir permis de découvrir ce qu'est Muséum Picturail, de t'y faire une idée, de t'en faire une idée. Moi, si ce n'est pas encore fait, ben, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à venir nous visiter, à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Je vais l'avoir sur ce. Bonne journée, fais attention à toi, fais attention à tous les gens que tu aimes, offre-leur une peinture. Ciao.